Enseigner en éducation prioritaire, c'est faire un métier essentiel, mais c'est faire un métier difficile. Car là, plus qu'ailleurs, nous sommes confrontés aux difficultés sociales, à la pauvreté, au chômage, à l'exclusion, à la ghettoisation. Là, plus qu'ailleurs, les enseignants combattent le fatalisme, se préoccupent des familles, s'engagent au quotidien pour lutter contre les inégalités. De nombreux rapports, celui de l'OCDE, celui de France Stratégie et même celui du CNESCO, confortent l'exigence d'un investissement conséquent et durable, mais aussi de politiques constantes pour améliorer l'éducation prioritaire. Et pourtant, l'éducation prioritaire subit les aléas des alternances et porte des noms qui vont de ZEP à REP, en passant par Éclair, qui a bien porté son nom. Des dispositifs naissent un jour, on le vend en poupe, puis sont oubliés, sans que l'on sache vraiment s'ils ont produit ou non des effets. D'abord parce que les élèves qui sont scolarisés en éducation prioritaire ont des caractéristiques issues des classes populaires, qui ne sont pas dans la connivence avec la culture cultivée, qui sont quand même majoritaires parmi les élèves de l'ensemble de la scolarité unique. Et plutôt que de penser que ces élèves sont des cas à part, qui auraient des problèmes à part, en fait, il me semble que justement la politique ZEP devrait veiller à ce qu'en ZEP, on fasse la même école qu'ailleurs plutôt qu'une autre école. La deuxième chose, c'est que souvent, les sociologues que nous sommes y avons un peu contribué, on voit l'écart entre la culture scolaire et les cultures des familles populaires sous l'angle de l'arrivée de nouveaux élèves, de nouvelles populations dans le secondaire qui n'y accédaient pas autrefois. Ce qui est évidemment vrai, mais en raisonnant comme ça, on fait comme si la culture scolaire était restée inchangée. Or, il me semble que le grand écart s'est produit parce qu'il y a un éloignement des deux côtés. La culture scolaire, notamment dans le premier degré, est allée en se complexifiant. Pour prendre un exemple un peu trivial, il y a 70 ans, en cours moyen, on apprenait par cœur une demi-page sur la vie du temps de Louis XIV. Aujourd'hui, on doit comprendre le concept de monarchie absolue, ce qui est quand même pas rien. Il me semble que le défi de l'éducation prioritaire, c'est pas tant que ces élèves soient éloignés de la culture scolaire, ils le sont, mais c'est de se dire que c'est l'école qui a un problème de perception de la façon dont les élèves perçoivent la culture scolaire. Parce que quand on parle d'éducation prioritaire, on dit « oh là là, ces élèves sont loin de la culture scolaire ». Mais ils sont majoritaires, donc pourquoi dire « oh là là ». En fait, c'est le boulot de l'école, ça devrait être le boulot de l'école. Donc il ne s'agit pas de banaliser cette distance avec la culture scolaire, hein, c'est un sacré gap qu'il faut franchir, sauf que ça devrait être le boulot normal de l'école, et plutôt que de faire une autre école pour ces élèves-là, il s'agirait de se dire « mais pourquoi on fait comme si c'était si évident ?» de se confronter à la culture scolaire. C'est une minorité d'élèves qui arrivent en étant connivents avec celle-ci. Donc la politique ZEP gagnerait à avoir des moyens pour faire mieux, pour faire la même école qu'ailleurs, et pas une autre école. Si on participe en tant que chercheur à des journées comme celle-ci, c'est aussi pour donner à voir des pratiques dont les enseignants n'ont pas forcément conscience, comme tous les professionnels, on fait des choses sans savoir qu'on les fait. Je crois que cette question de la perception, de la façon dont les élèves voient l'école est essentielle. Par exemple, il y a une recherche qu'on a menée avec des collègues de l'équipe ESCOL sur l'utilisation des albums en école maternelle et élémentaire. Et parce que les enseignants pensent que dans les familles populaires, il n'y a pas d'albums, ce qui est quand même assez faux, parce qu'on trouve souvent un petit ours brun ou un choupi, même si ce n'est pas les mêmes livres qu'à l'école, eh bien, on utilise des livres qui sont davantage axés sur le quotidien des enfants. En fait, on utilise des livres en ZEP plus souvent pour faire du lexique que pour travailler la littérature et la structure narrative. Et dès le cycle 1, on fait prendre du retard à ces élèves, alors que, donc, en leur faisant lire des choses qui sont plus proches de ce qu'ils connaissent, avec un usage familial où on désigne du lexique, où on sait expliciter une histoire explicite, voilà, on sait la lire à haute voix, mais on ne sait pas décoder des albums plus complexes et introduire la culture patrimoniale. Or, on en fait moins en ZEP et on en fait davantage hors ZEP. Chercher l'erreur, hors ZEP, on a des enfants qui connaissent les contes, on les leur refait. Donc il me semble qu'il faudrait égaliser les parcours, égaliser les objectifs en disant mais qu'est-ce que tout élève a besoin, et si les plus favorisés connaissent, eh bien, ils réviseront.
Nous avons œuvré au SNU-IPP pour que les enseignants du primaire aient eux aussi des temps d'allègement pour renforcer le travail collectif. C'est le SNU-IPP qui a imposé cela. C'est une première déconnexion entre le temps enseignant et celui des élèves. Sans supprimer d'heures aux élèves, les enseignants se retrouvent, peuvent mutualiser leurs expériences, bâtir des projets, etc. Le plus de maîtres, lui, permet une évolution des pratiques, un regard pluriel, mais c'est aussi un dispositif exigeant. Beaucoup de temps de collaboration et d'élaboration, riche mais peu reconnu. Nous verrons que cela nécessite des conditions pour que ces dispositifs profitent aux apprentissages, mais aussi au climat de l'école et aux liens avec les familles. Alors, c'est un travail que nous avons commencé à mettre en place il y a 3 ans entre l'inspection académique de Loire-Atlantique et l'ESP. Donc, c'est un travail collaboratif, une recherche entre collaboration, formation et action sur le terrain. Du coup, on a mené d'abord une enquête quantitative à partir des travaux du Comité national de suivi plus de maîtres que de classes en 2014 et en 2015. Ensuite, on a mené sur les écoles participant au dispositif une enquête plus qualitative où on a demandé aux enseignants qu'est-ce qui leur semblait efficace dans leur école. Et là, aujourd'hui, nous sommes sur une enquête plus sur les progrès des élèves. Mais pour le moment, c'est un aspect qui est seulement au travail. Il y a des choses qui n'ont pas changé depuis le début du dispositif, c'est-à-dire que les maîtres plus interviennent toujours majoritairement en dehors de la classe et toujours dans le domaine du français, surtout en production écrite et en lecture-compréhension, très peu en mathématiques. Maintenant, en revanche, on voit que les regards se sont portés non plus sur les formes d'intervention, mais bien sur les contenus à enseigner. Et il y a aujourd'hui un engouement didactique, puisque les maîtres plus cherchent de plus en plus à connaître les obstacles que vont rencontrer les élèves et essayer de les résoudre. Maintenant, on voit ce qui a bougé, des groupes plus hétérogènes. Donc on est bien dans un format de prévention, une différenciation pédagogique qui est plus prégnante. Le qualitatif a montré qu'il y a nécessité de mettre en place des formations. Parce que quand les enseignants sont plus au point didactiquement, on sent que les obstacles qui sont repérés sont beaucoup plus fins. Lorsque, en revanche, comme en production d'écrit, ils ont moins de compétences didactiques, on va dire, là se pose un certain nombre de questions et le maître plus vient finalement en aide à l'enseignant, mais sur des situations qui ne sont pas, peut-être pas, en tous les cas, suffisamment anticipées par les équipes. Ça permet de varier les modalités. De travail. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti de constats, forcément, où est-ce qu'il y avait des difficultés pour les élèves. On s'est fixé des objectifs. Et à partir de ces objectifs, on a fixé des modalités de travail dans tout ce qui est proposé, dans tout ce qu'on peut effectuer en tandem avec l'enseignant, donc le co-enseignement, la co-intervention. Donc voilà, on a fait des choix pour être au plus près des élèves, au plus près des objectifs. Déjà sur le collectif, au niveau de l'équipe, ça nous a vraiment permis une cohésion qu'on avait déjà, mais je dirais une dynamique parce qu'il a fallu qu'on se pose, qu'on réfléchisse, qu'on travaille ensemble. Le fait que j'ai, moi, travaillé dans cette école m'a permis d'entrer peut-être plus facilement dans les classes, même si ça n'a pas forcément été le cas pour tous les collègues. Les difficultés, c'est, on va dire, essentiellement au niveau du temps. Au niveau le dispositif est vraiment chronophage, donc on manque de temps, d'autant qu'on est quand même situé en REP, donc pas en REP+, et on ne bénéficie pas des heures de pondération. Donc la préparation des séances se fait sur du temps personnel. On se réunit
pratiquement 2 fois par semaine le midi sur notre temps personnel. Pour le petit clin d'œil, on communique très souvent par mail le week-end pour pouvoir peaufiner les séquences. Au niveau de l'organisation, c'est le temps. C'est quand est-ce qu'on peut se rencontrer avec les enseignants, à la fois pour préparer, à la fois pour ensuite avoir un petit bilan sur ce qu'on a fait ensemble, et aussi pour préparer, pour voir, avoir une vision à moyen et long terme. Donc pas rester sur la semaine suivante, sur la séance suivante. Donc c'est le temps là qui est vraiment manquant. L'inspectrice nous réunit sur Blois tous les plus de maîtres que de classe du département pour essentiellement un échange de pratiques. On a eu quelques formations, mais je dirais pas spécifiques plus de maîtres que de classe, plus de contenu en termes de contenu, mais qui auraient pu bénéficier à l'ensemble des collègues. Et on demande désespérément à avoir un stage école qu'on n'a pas. Et moi, j'avais même demandé à ce que des collègues, pas forcément tous ceux de l'école, parce que je sais que ce n'est pas forcément facile, soient invités aussi à ces temps à ces réunions. C'était très intéressant. On a eu des intervenants de qualité. J'ai appris beaucoup de choses, même si ça fait 7 ans que je suis dans le métier. Et par contre, ce qu'on a reproché, tout ce qui était présent, c'était que ce n'était pas spécifique aux plus de maîtres que de classe. C'était vraiment une formation sur la lecture et sur, en mathématiques, la numération, ce qui fait qu'on a appris beaucoup de choses, on a beaucoup apporté aux collègues, mais on n'a pas travaillé le fait qu'on soit 2 dans la classe. Semble compliqué, c'est de faire en sorte qu'en fait que ce travail collectif se centre sur les bons objets et arrive à travailler sur les bons objets. C'est-à-dire qu'on peut passer parfois beaucoup de temps en réunion et en travail collectif sur l'organisationnel, sur des projets, etc. Sur lister tous les élèves en difficulté pour savoir ceux qu'on va orienter au réseau d'aide spécialisée ou à l'extérieur, etc. En revanche, est-ce qu'on arrive à construire du travail collectif autour de ce qui fait vraiment difficulté pour les élèves, autour des obstacles didactiques en classe, et ça reste encore compliqué. Alors oui, ça constitue une incitation à ce travail d'équipe, mais voilà, un dispositif ne porte jamais en lui-même, par ses moyens, les conditions de sa réussite. C'est-à-dire tous ces moyens supplémentaires, s'ils ne sont pas pilotés, s'ils ne sont pas mis au service de priorités vraiment définies sur ce qui fait difficulté pour les enseignants, sur ce qui fait difficulté pour les élèves, et pour vraiment remettre au centre la question de faire réussir tous les élèves, c'est pas dit que ça fonctionne. Pendant des années, on a eu en ZEP des maîtres supplémentaires. Est-ce que ça a vraiment bénéficié à la réussite de tous les élèves ? Pas forcément, quoi. C'était parfois, on envoyait le petit groupe d'élèves en difficulté qui n'a pas encore développé savoir décoder au CP, par exemple, hop, on les envoie un petit peu en remédiation avec le maître supplémentaire. Pendant ce temps-là, ils perdaient ce que faisait l'autre groupe. Enfin, voilà, je ne suis pas sûr que ces moyens ont toujours été utilisés de manière efficace pour la réussite des élèves. Donc, voilà, toute la question, c'est comment on pilote ces dispositifs, comment on articule pilotage, formation, travail dans la classe, tout seul, à plusieurs, et comment on remet vraiment au cœur de la réflexion cette question de la difficulté des apprentissages. Quelque part, il faut renverser un petit peu une certaine culture de l'éducation nationale où les choses se font un peu de manière très descendante. Voilà, on a un dispositif, hop, il y a des circulaires, mettez en œuvre dans vos classes et puis on s'en lave les mains et puis on évalue après. Moi, ce qui me semblerait vraiment fondamental, c'est qu'on renverse un peu les choses, c'est-à-dire que le cœur de l'école, c'est le travail en classe. Et est-ce que le reste de l'institution peut se mettre au service de ça, en soutien de ça, en accompagnement de la réflexion de ce qui fait le nœud des difficultés dans le réel de la classe.
Voilà. Et ça, c'est pas simple parce que ça renverse des postures parfois de pouvoir, de hiérarchie. Donc ça demande d'instaurer des instances où on travaille de manière un peu horizontale, même si on a des fonctions hiérarchiques différentes. Ça demande de prioriser des questions centrales. Et donc ça, c'est du travail qui est long, qui s'accompagne par les équipes de pilotage, de circonscription, etc. Mais à condition qu'elles soient elles-mêmes accompagnées aussi par les académies, les formateurs académiques. Voilà. Et quelle formation de formateurs il y a au niveau académique, par exemple, pour moi, c'est une question qui est centrale. Sur nos temps d'allègement, c'est divisé en 3. En fait, on a un tiers de temps où on fonctionne en intra-école, un tiers de temps où on fonctionne en inter-école, avec toutes les écoles de la REP de Rabelais, et un tiers de temps où on fonctionne avec les partenaires, les familles, mais aussi la MDCS, la PMI, le PIMS pour les traducteurs. Voilà. Sur Toulouse, le dispositif fonctionne bien. On a des régularités dans les temps de concertation. Donc on a 3 heures de concertation à peu près toutes les 3 semaines avec un enseignant ZIL référent par classe. Donc c'est le même enseignant qui revient toutes les 3 semaines dans la classe. Donc les élèves le connaissent. Ça permet aussi qu'il y ait un suivi entre les enseignants. Chaque niveau se regroupe par 5, 6, 7, 8 enseignants et on travaille sur quelque chose qu'on a envie de travailler pour améliorer notre pédagogie, pour avoir un regard critique sur notre pédagogie et ce qu'on pourrait y faire. En maternelle, depuis 1 an, on a beaucoup travaillé sur notre carnet de suivi parce que c'est compliqué de le faire entre midi et 2 rapidement, donc on a vraiment le temps de se poser pour travailler dessus. On travaille sur des dispositifs à mettre en place pour les élèves en difficulté. On a pu aussi rencontrer les partenaires qui ne sont pas forcément disponibles quand nous, on est disponible. Donc c'est vrai que le fait d'avoir ces plages horaires sur le temps scolaire, ça permet de rencontrer l'UTAMS, de rencontrer les CMPP, des partenaires extérieurs à l'école. On a pu aussi se rencontrer entre différentes écoles sur des projets spécifiques, voilà, des temps vraiment d'échange de pratiques. C'est déjà un début, on va dire. C'est pas suffisant parce que ça n'empêche pas qu'à côté de ces temps de concertation, on a toujours entre midi et 2 des temps où on doit se voir en équipe rapidement pour régler les problèmes du quotidien. Et c'est vrai qu'on sent vraiment que dans les écoles, c'est la course pour se voir. Et ces temps pour se poser, le fait que ce soit que toutes les 3 semaines, c'est pas encore suffisant. Enfin, c'est vrai qu'une réelle déconnexion temps élève, temps enseignant toutes les semaines avec du coup la possibilité d'avoir un travail, des échanges entre les classes plus approfondis, ce serait profitable, oui. Alors on a des formations, on a notamment la formation quand on est en inter-école où on travaille ensemble. Il y a aussi, on fait venir des conférenciers. Mais tout ça, c'est décidé, pareil, avec tous les intervenants de la REP. C'est-à-dire que les enseignants disent qu'ils aimeraient bien venir voir. Notre coordinatrice, elle nous aide énormément. Elle est maître formateur, donc en fait, elle a plein d'idées. Et c'est décidé en copil, en comité de pilotage, avec le collège. Il y a 6 demi-journées qui sont des temps de formation où là on est remplacé par des brigades de formation et qui s'organisent par journée, donc c'est plus des demi-journées. Et donc par exemple en maternelle, on a eu 3 journées de formation avec les conseillers pédagogiques spéciaux maternels, l'IEN maternelle, sur les dernières recherches par exemple de Roland Guagou sur une journée. Voilà, ça a été des réels temps de formation. On les a eu en maternelle, en élémentaire cette année, ils ont eu une journée. Et les 2 autres journées ont été laissées à disposition des équipes. Donc c'est vrai que les équipes regrettaient quand même qu'il n'y ait pas une réelle formation et qu'on puisse, de ne pas pouvoir prendre du recul sur sa classe et d'avoir vraiment des apports de recherche, voilà, de vraie formation. Pour le SNU, l'éducation prioritaire doit rester prioritaire. Parce que les transformations qui s'y opèrent doivent être analysées pour nourrir toutes les autres écoles. Mais pour cela, il faut du temps, de la cohérence et de la constance. Il s'agit pour nous de renforcer l'investissement sur un temps long. Même si l'école est une institution fondatrice, elle ne peut, à elle seule, contrecarrer toutes les régressions, qu'elles soient sociales, de logement, de santé, etc. Comme dit Philippe Mérieux, lui-même signateur de l'appel, les enseignants doivent certes prendre toute leur part dans notre responsabilité éducative collective.
Mais on ne peut pas leur demander de continuer sans broncher à vider l'océan avec une petite cuillère. La priorité à l'éducation est l'affaire de la société tout entière. Investir pour l'éducation prioritaire, c'est investir pour l'école, c'est investir pour l'avenir.